Voici Si elle savait, le volume 1 d'un mystère Kate Wise, de Blake Pierce, lu par Fabienne Prost. Prologue. Il ne vit personne l'observer, alors qu'il descendait discrètement cette rue de banlieue pendant la nuit. Il était 1 heure du matin, et c'était le genre de quartier où les habitants allaient se coucher à des heures raisonnables. Une nuit de folie en semaine se résumant probablement à boire un verre de vin de trop en regardant la série Le Célibataire. C'était le genre d'endroit qu'il détestait. Ils payaient leurs cotisations à l'association des propriétaires, ils ramassaient la merde de leurs chiens et la mettaient dans de petits sacs en plastique afin de ne pas déplaire à leurs voisins, et leurs enfants faisaient certainement du sport, mais pas au sein d'une équipe scolaire, mais dans des ligues privées. Le monde leur appartenait, ils se sentaient en sécurité. Bien sûr, ils verrouillaient leurs portes et branchaient leur alarme, mais en définitive, ils avaient l'impression que rien ne pouvait leur arriver. Mais tout ça, c'était sur le point de changer. Ils traversaient une pelouse spécifique. Elle devait sûrement être à la maison à cette heure-ci. Son mari était en voyage d'affaires à Dallas. Il savait exactement quelle était la fenêtre de sa chambre. Et il savait aussi que l'alarme à l'arrière de la maison était défectueuse quand il pleuvait. Il continuait d'avancer et sentit la présence rassurante du couteau glisser dans le creux de son dos, entre l'élastique de son caleçon et son jean. Il se colla contre le côté de la maison, ouvrit la bouteille d'eau qu'il portait en main et s'arrêta quand il arriva à l'arrière de la maison. Il vit la lueur verte de la petite boîte de sécurité. Il savait que s'il essayait de l'endommager, l'alarme se déclencherait, et qu'elle se déclencherait également s'il essayait d'ouvrir la porte ou de la forcer. Mais il savait aussi que l'alarme avait dératé lorsqu'il pleuvait. C'était dû à l'humidité, bien que ce genre de système fût censé être 100% étanche. Sachant cela, il leva la bouteille d'eau qu'il tenait en main et aspergea la boîte de sécurité. Il vit la petite lumière verte vaciller et s'affaiblir. Il sourit et traversa le petit jardin arrière. Il monta les marches menant à la véranda qui se trouvait à l'arrière de la maison. Il lui fut très facile de forcer la porte en utilisant son couteau, ce qui fit très peu de bruit dans le silence de la nuit. Il se dirigea vers le fauteuil en osier qui se trouvait dans un coin de la véranda. Il souleva le coussin où il trouva la clé. Il la prit de sa main gantée. Il s'avança vers la porte arrière. Il glissa la clé dans la serrure. Il ouvrit la porte et il entra. Une petite lampe était allumée dans l'étroit couloir qui menait à la cuisine. Il traversa ce couloir jusqu'à un escalier qu'il se mit à monter. La nervosité lui retournait l'estomac. Il commençait à être excité, pas dans un sens sexuel, mais plutôt de la même manière qu'il était excité lorsqu'il était sur une montagne russe. L'anticipation de ce qui l'attendait le faisait frissonner de plaisir au moment où il gravissait la côte la plus haute du circuit. Il serra fermement le couteau qu'il tenait toujours en main depuis qu'il l'avait utilisé pour ouvrir la porte arrière. En haut des escaliers, il prit un instant pour apprécier l'excitation du moment. Il respira la propreté ambiante de cette maison de bourgeois de banlieue et ça lui donna envie de vomir. C'était trop familier, trop détaché. Il détestait ça. Le couteau en main, il s'avança vers la chambre à coucher qui se trouvait au bout du couloir. Elle était là, couchée sur le lit. Elle dormait sur le côté, avec les genoux légèrement repliés. Elle portait un t-shirt et un short de sport. Rien de très exceptionnel, vu que son mari était absent. Il s'approcha du lit et la regarda dormir pendant un instant. Il se mit à penser à la fragilité de la vie. Il leva ensuite son couteau et l'abattit sur elle de manière presque nonchalante, comme s'il donnait un coup de pinceau ou chassait une mouche. Elle hurla, mais seulement pendant un court instant, avant qu'il ne donne un autre coup de couteau, et encore un autre. Chapitre 1. Parmi les nombreuses leçons de vie que Kate Wise avait tirées au cours de sa première année de mise à la retraite, celle-ci était de loin la plus importante. Sans un projet solide, la retraite pouvait très vite devenir ennuyeuse. Elle avait entendu parler de ces femmes qui avaient pris leur retraite et s'étaient consacrées à d'autres centres d'intérêt. Certaines d'entre elles avaient ouvert de petites boutiques en ligne sur Etsy ou s'étaient mises à la peinture ou au crochet. D'autres s'étaient lancées dans la rédaction d'un livre. Et bien que toutes ces activités lui semblent être une manière totalement agréable de faire passer le temps, aucune d'entre elles ne l'attirait. Pour quelqu'un qui avait passé plus de 30 ans de sa vie avec une arme à la ceinture,
Trouver des occupations qui l'intéressent était plutôt difficile. Tricoter n'allait jamais pouvoir remplacer l'excitation liée à la poursuite d'un assassin. Jardiner n'avait rien à voir avec la montée d'adrénaline qu'elle ressentait au moment de faire irruption dans une maison sans savoir ce qui pouvait l'attendre de l'autre côté de la porte. Puisque tout ce qu'elle avait essayé restait bien éloigné du plaisir qu'elle avait ressenti en tant qu'agent du FBI, elle avait cessé de chercher après quelques mois. La seule chose qui s'en rapprochait un peu, c'était ses visites au stand de tir, où elle se rendait 2 fois par semaine. Elle y serait allée plus souvent si elle n'avait pas un peu peur que les membres plus jeunes du stand commencent à la considérer comme rien d'autre qu'un agent à la retraite qui essayait de revivre ces instants où elle avait été au top de sa forme. C'était une crainte plutôt logique. Après tout, c'était exactement ce qu'elle faisait. C'était un mardi, un peu après 14 heures, quand cette constatation lui sauta aux yeux. Elle revenait du stand de tir et elle était occupée à ranger son M1911 dans le tiroir de sa table de nuit quand elle fut envahie par cette pensée. 31 ans. Elle avait passé 31 ans au FBI. Elle avait participé à plus d'une centaine de perquisitions et elle avait intégré des unités spéciales pour des enquêtes d'importance à 26 reprises. Elle était réputée pour sa rapidité, sa vivacité d'esprit, sa manière précise de penser et son attitude je m'en foutiste. Elle était également connue pour son physique agréable, quelque chose qui la dérangeait encore un peu aujourd'hui, à l'âge de 55 ans. Quand elle était devenue agent à 23 ans, il n'avait pas fallu longtemps pour qu'elle reçoive des surnoms sexistes, du genre Gambette ou Barbie, des surnoms qui entraîneraient probablement aujourd'hui des licenciements, mais qui, lorsqu'elle était plus jeune, étaient malheureusement monnaie courante pour les agents femmes. Kate avait brisé quelques nez au FBI à des agents hommes qui s'étaient permis de lui pincer les fesses. Elle avait même envoyé valser l'un d'entre eux à travers un ascenseur après qu'il lui ait murmuré des mots obscènes à l'oreille. Bien que les sobriquets lui aient collé à la peau bien après ses 40 ans, les avances et les regards concupiscents ont très vite cessé. Ses collègues hommes ont commencé à la respecter et à voir au-delà de son physique. Un physique qui, elle en était bien consciente et plutôt fière, avait été bien conservé et auquel la plupart des hommes auraient donné un 10. Mais aujourd'hui, à l'âge de 55 ans, même ses surnoms lui manquaient. Elle n'avait jamais imaginé que la retraite serait aussi difficile. Le centre de tir lui plaisait, mais ce n'était que l'ombre de ce qu'avait été son passé. Elle avait essayé d'oublier son sentiment de nostalgie en se mettant à la lecture. Elle avait décidé de lire plus spécifiquement sur les armes. Elle avait lu d'innombrables ouvrages sur l'histoire de l'utilisation des armes, comment elles étaient fabriquées, la préférence accordée à certaines armes par certains généraux, et ce genre de trucs. C'était la raison pour laquelle elle utilisait aujourd'hui un M1911, en raison de sa riche histoire et de son implication dans une multitude de guerres américaines, le modèle le plus ancien ayant été utilisé au cours de la Première Guerre mondiale. Elle avait essayé de lire des ouvrages de fiction, mais elle ne parvenait pas à se mettre dedans, même si elle avait vraiment apprécié de nombreux livres traitant de la cybercriminalité. Bien qu'elle ait relu des livres qu'elle avait adorés quand elle était plus jeune, elle ne parvenait pas à trouver quoi que ce soit d'intéressant dans la vie de caractère fictif. Et parce qu'elle n'avait pas voulu devenir cette retraitée tristounette qui passait tout son temps à la bibliothèque municipale, elle avait commandé sur Amazon tous les livres qu'elle avait lus au cours de l'année. Elle avait plus d'une centaine d'ouvrages empilés dans des caisses dans sa cave. Elle se disait qu'un de ces jours, elle construirait quelques étagères et transformerait l'espace en un bureau digne de ce nom. Ce n'était pas comme si elle avait tant d'autres choses à faire. Ébranlée par l'idée qu'elle avait passé la dernière année de sa vie à ne rien faire de spécial, Kate Wise s'assit lentement sur son lit. Elle y resta quelques minutes sans bouger. Elle regarda en direction du bureau qui se trouvait de l'autre côté de la pièce et vit les albums photos qui y étaient posés. Il n'y avait qu'une seule photo de famille. Sur celle-ci, son défunt mari, Michael, entourait leur fille de ses bras, tandis que Kate souriait à ses côtés. Une photo de qualité médiocre, prise sur la plage, mais qui lui avait toujours réchauffé le cœur. Toutes les autres photos de ses albums avaient un rapport avec son travail. Des prises de vue à l'arrière de scène, des photos de fêtes d'anniversaire au FBI, des clichés d'elle lorsqu'elle était plus jeune, occupée à faire des longueurs, au stand de tir, en plein jogging, etc. Elle avait passé cette dernière année à vivre de la même manière que l'aurait fait un athlète de petite ville
qui ne serait jamais sorti de son trou, a toujours traîné en compagnie de ceux qui faisaient mine de l'écouter raconter tous les touchdowns qu'il avait marqués 30 ans plus tôt en jouant dans l'équipe de son lycée. Elle ne valait pas mieux que ça. Avec un léger frémissement, Kate se mit debout et s'approcha des albums photos qui se trouvaient sur son bureau. Lentement et méthodiquement, elle les feuilleta tous les trois. Elle vit des photos d'elle plus jeune et le changement au fur et à mesure des années jusqu'au moment où toutes les photos ont commencé à être prises avec un téléphone. Elle vit des gens qu'elle avait connus, des personnes qui étaient mortes à ses côtés au cours d'enquêtes, et elle commença à se rendre compte que, bien que ces moments aient joué un rôle essentiel dans son développement, ils ne la définissaient pas non plus entièrement. Les articles qu'elle avait accrochés et conservés à l'arrière des albums en disaient davantage sur son histoire. Elle était le sujet de chacun d'entre eux. Jeune agent coince un assassin en cavale. Titrait l'un d'eux. Agent, seule survivante dans une fusillade qui a fait 11 victimes. Et puis celui qui a vraiment commencé à alimenter sa réputation. Après 13 victimes, le tueur du clair de lune est finalement arrêté par l'agent Kate Wise. Selon toute vraisemblance, elle avait sûrement encore au moins 20 ans devant elle. 40, si elle parvenait à faire vraiment attention et repousser les limites de sa mort. Mais même en coupant la poire en deux, et en se disant qu'il lui restait 30 ans devant elle, et qu'elle tirerait sa révérence à l'âge de 85 ans, 30 ans, c'était beaucoup. Elle pouvait sûrement faire beaucoup de choses en 30 ans. Les 10 premières années pourraient même être très bonnes, avant que la vieillesse ne commence à s'installer et à affecter sa santé. La question étant bien entendu de savoir ce qu'elle pourrait bien faire de ces années. Et bien qu'elle ait la réputation d'avoir été l'un des agents les plus intelligents du FBI au cours de ces 10 dernières années, elle ne savait pas du tout par où commencer. En dehors du stand de tir et de ses habitudes presque obsessionnelles de lecture, Kate se réunissait également toutes les semaines avec 3 autres femmes pour prendre un café. Quand elle se retrouvait, elle riait d'elle-même en se proclamant le club le plus triste jamais formé. 4 femmes récemment retraitées qui ne savaient absolument pas quoi faire de leur journée. Le jour qui suivit sa prise de conscience, Kate prit sa voiture jusqu'au café où elles avaient l'habitude de se retrouver toutes les 4. C'était un petit endroit familial où le café était bien meilleur que le gruau hors de prix de chez Starbucks et où il n'y avait ni génération millénium ni mère au foyer. Elle entra et avant d'aller au comptoir pour passer commande, elle vit leur table habituelle au fond du café. 2 de ses 3 amis s'y trouvaient déjà et lui firent un signe de la main. Kate prit son café noisette et rejoignit ses amis à la table. Elle s'assit à côté de Jane Patterson, une femme de 57 ans, retraitée depuis 7 mois, et qui travaillait auparavant avec différentes entreprises en tant qu'experte en projet pour une société nationale de télécommunications. En face d'elle était assise Clarissa James, retraitée depuis un peu plus d'1 an et qui travaillait auparavant à temps partiel avec le FBI en tant que formatrice en criminologie. Le 4e membre de leur club, une femme de 55 ans du nom de Debbie Mate, récemment retraitée, n'était pas encore arrivée. Bizarre, pensa Kate. En général, Deb arrive toujours la première. Au moment où elle s'assit, Jane et Clarissa eurent l'air de se crisper. C'était surtout étrange venant de Clarissa, car elle était plutôt du genre à pétiller. Contrairement à Kate, Clarissa avait très vite adoré son nouveau statut de retraitée. Kate supposait que le fait que Clarissa soit mariée à un homme qui avait presque 10 ans de moins qu'elle et qui participait à des concours de natation durant son temps libre ne devait pas être étranger à ce sentiment. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» demanda Kate. « Vous savez que je viens ici pour essayer de me motiver concernant la retraite, n'est-ce pas? Et là, vous avez plutôt l'air franchement triste. » Jane et Clarissa échangèrent un regard que Kate avait déjà vu un nombre incalculable de fois. Alors qu'elle travaillait en tant qu'agent, elle l'avait vu dans des salles d'interrogatoire, des salons et des salles d'attente dans des hôpitaux. C'était un regard qui posait une simple question, sans prononcer un seul mot, qui le lui dit. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» demanda-t-elle. Elle prit soudainement encore plus conscience de l'absence de Deb. « C'est Deb, » dit Jane, confirmant ses craintes. « Enfin, pas Deb directement, » ajouta Clarissa. « C'est sa fille, Julie. Est-ce que tu l'avais déjà rencontrée? »« Une fois, je pense, » dit Kate. « Qu'est-ce qui s'est passé? »« Elle est morte, » dit Clarissa. « Assassinée. Pour l'instant, ils ne savent pas du tout qui a bien pu faire ça. »« Oh mon Dieu, » dit Kate,
sincèrement affligée pour son amie. Elle connaissait Deb depuis environ 15 ans. Elle l'avait rencontrée à Quantico. Kate travaillait en tant qu'instructrice adjointe pour former une nouvelle génération d'agents sur le terrain, et Deb travaillait avec certains des techniciens pour mettre au point une sorte de nouveau système de sécurité. Ça avait tout de suite collé entre elles, et elles étaient rapidement devenues amies. Le fait que Deb ne l'ait pas appelée et n'ait pas envoyé de message pour lui annoncer cette nouvelle montrait combien les amitiés pouvaient changer au fil des ans. « Quand est-ce que c'est arrivé ?» demanda Kate. « Hier, » dit Jane. « Elle m'a envoyé un message ce matin pour me l'apprendre. »« Et ils n'ont aucun suspect ?» demanda Kate. Jane haussa les épaules. « Elle m'a juste dit qu'ils ne savaient pas qui c'était. Pas d'indice, aucune piste, rien. » Kate se mit instantanément en mode agent. Elle s'imagina qu'un athlète devait probablement ressentir la même chose après avoir été trop longtemps éloigné de son terrain de prédilection. Elle n'avait peut-être pas de pelouse ou une foule en délire pour lui rappeler ses jours de gloire, mais elle avait un esprit bien huilé pour résoudre des crimes. « N'y pense même pas, » dit Clarissa en essayant de sourire. « Pensez à quoi ?»« Te remettre dans la peau de l'agent Wise, » dit Clarissa. « Pour l'instant, contente-toi d'être son amie. Je vois que ça cogite là-haut. Tranquille. Ce n'est pas toi qui as une fille enceinte? Tu n'es pas sur le point de devenir grand-mère? Quelle manière de m'achever alors que je suis déjà au tapis, dit Kate en souriant. Elle fit abstraction du commentaire et demanda. La fille de Deb, est-ce qu'elle avait un petit ami? Aucune idée, dit Jane. Un silence embarrassant s'installa entre elles. Depuis un peu plus d'un an que leur petit groupe de retraités se réunissait, la conversation avait toujours été légère. C'était la première fois qu'elles abordaient un sujet aussi lourd, et ça ne cadrait pas avec leurs habitudes. Kate, bien entendu, y était habituée. Le temps qu'elle avait passé à l'académie lui avait appris comment gérer ce genre de situation. Mais Clarissa avait raison. En apprenant la nouvelle, Kate était trop facilement passée en mode agent. Elle savait qu'elle aurait dû d'abord penser en tant qu'amie, penser à l'état émotionnel de Deb et à la perte qu'elle venait de subir. Mais l'agent en elle était trop présent. Ses instincts étaient toujours en éveil, même après avoir raccroché depuis un an. « Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider ?» demanda Jane. « Je pensais organiser une chaîne de repas, » dit Clarissa. « Je connais quelques autres personnes qui seraient sûrement disposées à donner un coup de main. Essayer de s'assurer qu'elles ne doivent pas cuisiner pour sa famille pendant quelques semaines, pendant qu'elle traverse tout ça. » Pendant les 10 minutes suivantes, les trois femmes réfléchirent à la manière la plus efficace d'organiser une chaîne de repas pour leur amie en deuil. Mais pour Kate, la conversation restait superficielle. Son esprit était ailleurs et cherchait à se rappeler certains faits et détails concernant Deb et sa famille, cherchant une enquête où il se pouvait qu'il n'y en ait même pas une. Ou peut-être que si, pensa Kate. Et j'imagine qu'il y a une seule manière. Chapitre 2. Après la retraite, Kate était retournée vivre à Richmond, en Virginie. Elle avait grandi dans la petite ville d'Amelia, qui se trouvait à environ 40 minutes de Richmond. Mais elle était allée à l'université au centre-ville. Elle avait passé ses études de premier cycle à la VCU, voulant au départ obtenir un diplôme en art. Mais après 3 ans, elle s'était rendue compte qu'elle avait un penchant pour la justice criminelle à travers l'un de ses cours à option en psychologie. Ça avait été un chemin tortueux qui l'avait amenée jusqu'à Quantico et ses 30 années de brillante carrière. Elle roulait maintenant à travers les rues familières de Richmond. Elle n'était allée qu'une seule fois chez Debbie Mead, mais elle savait exactement où se trouvait sa maison. Elle le savait car elle aurait eu envie de vivre dans ce genre d'endroit. Une de ces maisons anciennes, dans une rue en dehors du centre-ville, bordée d'arbres plutôt que de réverbères et de hauts immeubles. La rue de Deb était envahie de feuilles mortes, tombées des ormes, qui surplombaient la rue. Kate dut se garer 3 maisons plus loin, car l'espace devant la maison de Deb était déjà occupé de nombreuses voitures d'amis et de membres de la famille. Elle s'avança sur le trottoir en essayant de se dire que c'était vraiment une très mauvaise idée. Oui, bien sûr, elle comptait entrer chez Deb en tant qu'amie, même si Jane et Clarissa avaient décidé d'attendre cet après-midi pour laisser un peu respirer Deb. Mais il y avait également autre chose dans sa démarche. Elle cherchait quelque chose à faire depuis des mois, une manière plus intéressante et utile d'occuper son temps. Elle avait souvent songé à travailler en freelance pour le FBI, même si ce n'était que pour faire des recherches basiques. Même la référence la plus minime à son travail
l'enthousiasmait. Par exemple, elle devait se rendre au tribunal la semaine prochaine pour témoigner dans le cadre d'une libération conditionnelle. Elle n'était pas enthousiaste à l'idée de revoir le criminel, mais juste le fait de pouvoir se replonger dans son travail durant un bref instant la remplissait de joie. Mais ce n'était que la semaine prochaine, et pour l'instant, ça lui semblait une éternité. Elle leva les yeux en direction du porche d'entrée de la maison de Debbie Mead. Elle savait la vraie raison de sa présence ici. Elle avait envie de trouver des réponses à des questions qu'elle se posait. Elle eut l'impression d'être égoïste, comme si elle utilisait la perte subie par son amie comme une excuse pour pouvoir retâter un terrain sur lequel elle ne s'était plus trouvée depuis plus d'1 an. Cette situation impliquait une amie, ce qui la rendait délicate, mais l'ancien agent qui sommeillait en elle espérait que cela puisse évoluer vers autre chose. L'amie, en revanche, lui disait que ça pourrait être risqué. En fin de compte, cette partie en elle se demandait si elle n'aurait tout simplement pas dû rester sur son idée de base de faire un peu de travail freelance pour le FBI. Peut-être que c'est exactement ce que je suis occupée à faire, pensa Kate, en montant les escaliers qui menaient à la résidence des Mead. Et honnêtement, elle ne savait pas trop quoi penser à ce sujet. Elle frappa délicatement à la porte, qui fut directement ouverte par une femme âgée que Kate ne connaissait pas. « Vous faites partie de la famille ?» demanda la femme. « Non, » répondit Kate. « Je suis juste une amie proche. » La femme l'examina pendant un instant avant de la laisser entrer. Kate traversa un couloir et arriva au salon rempli de gens à la mine sombre, assis autour de Debbie Mead, qui était installée dans un fauteuil inclinable. Kate reconnut son mari, Jim, en la personne qui se tenait près d'elle, occupée à parler avec un autre homme. Elle entra dans la pièce d'un air gêné et se dirigea directement vers Deb. Sans lui laisser le temps de se lever de son fauteuil, Kate se pencha pour l'embrasser. « Je suis vraiment désolée, Deb, » dit-elle. Deb était visiblement épuisée d'avoir pleuré, et elle se contenta d'abord de hocher la tête. « Merci d'être venue, » lui murmura Deb à l'oreille. « Est-ce que tu pourrais me retrouver dans la cuisine d'ici quelques minutes ? » « Oui, bien sûr. » Kate se redressa et fit de petits signes de tête en direction des quelques autres personnes qu'elle connaissait dans la pièce. Mais se sentant un peu mal à l'aise, Kate se dirigea vers le bout du couloir qui menait à la cuisine. Personne ne s'y trouvait, mais il y avait quelques verres et assiettes vides qui traînaient. Il y avait quelques gâteaux sur le plan de travail, avec des sandwichs au jambon et d'autres choses à grignoter. Kate se mit à ranger et s'avança vers l'évier pour laver la vaisselle. Quelques instants plus tard, Jim Mead arriva dans la cuisine. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça, » dit-il. Kate se tourna vers lui et vit qu'il avait l'air fatigué et extrêmement triste. « Je sais, » dit-elle. « Je suis venue pour apporter mon soutien. L'atmosphère me semblait plutôt lourde dans le salon quand je suis arrivée. Alors j'espère pouvoir vous aider un peu en lavant la vaisselle. » Il hocha la tête. Elle eut l'impression qu'il allait s'endormir d'un moment à l'autre. « Une de nos amies nous a dit qu'elle avait vu une femme entrer. Je suis content que ce soit toi, Kate. » Kate vit une autre personne s'approcher de la cuisine. Elle avait l'air aussi fatiguée et inconsolable que lui. Les yeux de Deb Mead étaient gonflés et rougis par les larmes. Ses cheveux étaient en désordre. Elle regarda Kate en s'efforçant de sourire, mais elle voyait bien que le cœur n'y était pas. Kate reposa l'assiette qu'elle était occupée à laver et s'approcha de son amie. Kate n'avait jamais été très adepte des contacts physiques, mais elle savait quand une embrassade était nécessaire. Elle s'attendait à ce que Deb se mette à pleurer, mais il n'y eut rien de tel, juste le poids de son corps affaissé contre elle. Elle a probablement déjà épuisé toutes ses larmes pour l'instant, pensa Kate. Je n'ai appris la nouvelle que ce matin, dit Kate. Je suis vraiment désolée, Deb. Pour vous deux, dit-elle, en levant les yeux vers Jim. Jim hocha de la tête en signe de remerciement, puis regarda en direction du couloir. Quand il vit qu'il n'y avait personne et que leur visiteur se trouvait toujours dans le salon, il s'approcha de Kate. « Kate, nous voulons te demander quelque chose, » dit Jim dans un murmure. « Et, s'il te plaît, » dit Deb en lui prenant la main, « laisse-nous finir de tout te raconter avant de nous donner ton avis. » Ce qui lui brisa légèrement le cœur. « Bien sûr, » dit Kate. Elle sentait leurs regards implorants
et le poids de leur chagrin pesait au-dessus de sa tête. La police n'a absolument aucune idée concernant le coupable, dit Deb. Son épuisement se transforma soudain en un sentiment plus proche de la colère. Sur la base de certaines choses que nous leur avons dites et quelques messages qu'ils ont trouvés sur le téléphone de Julie, la police a directement arrêté son ex-petit copain. Mais ils l'ont gardé à peine 3 heures avant de le relâcher. Juste comme ça. Mais Kate, je sais que c'est lui. Ça ne peut qu'être lui. Kate avait déjà vu ce genre de réaction des centaines de fois lorsqu'elle travaillait en tant qu'agent. Les familles en deuil voulaient tout de suite que justice soit faite. Ils passaient outre un raisonnement logique et l'enquête en cours pour s'assurer que vengeance soit faite le plus rapidement possible. Et si les résultats de l'enquête ne venaient pas assez rapidement, la famille mettait généralement ça sur le dos d'une incompétence de la part de la police ou du FBI. Deb, s'ils l'ont relâché aussi rapidement, c'est qu'ils doivent avoir des preuves solides. D'ailleurs, ça faisait combien de temps qu'ils n'étaient plus ensemble? 13 ans. Mais il a continué à essayer de communiquer avec elle pendant des années, même après qu'elle se soit mariée. Elle a même dû demander une injonction restrictive à un moment. Il n'empêche qu'il devait probablement avoir un très bon alibi pour que la police le relâche aussi rapidement. Eh bien, si c'est le cas, ils ne nous en ont pas informés, dit Deb. Deb, écoute, dit Kate en serrant de manière réconfortante la main de son amie. C'est encore très récent. Attends quelques jours et tu commenceras à voir les choses de manière plus rationnelle. J'ai vu ça des centaines de fois. Deb secoua la tête. J'en suis sûre, Kate. Ils sont sortis ensemble pendant 3 ans et je ne lui ai jamais fait confiance. Nous sommes certains qu'il l'a frappé au moins à 2 reprises. Mais Julie n'a jamais voulu en parler. Il avait mauvais caractère. Même lui le dit. Je suis sûre que la police... Nous te le demandons comme une faveur, l'interrompit Deb. Je veux que tu y jettes un coup d'œil. Je veux que tu t'impliques dans cette affaire. Deb, je suis à la retraite. Tu le sais, non? Je le sais, mais je sais aussi combien le boulot te manque. Kate, l'homme qui a assassiné ma fille n'a rien eu de plus qu'une petite frayeur et quelques heures dans une salle d'interrogatoire. Et maintenant, il est confortablement installé chez lui pendant que je suis occupée à organiser l'enterrement de ma fille. Ce n'est pas juste, Kate. S'il te plaît, est-ce que tu peux y jeter un coup d'œil? Je sais que tu ne peux pas le faire de manière officielle, mais quoi que tu puisses faire, je t'en serais vraiment reconnaissante. Il y avait tellement de chagrin dans le regard de Deb que Kate le ressentit jusqu'au fond de son âme. Je lui disais de camper sur ses positions, de ne pas donner de faux espoirs à Deb. Mais en même temps, Deb avait raison. Son boulot lui avait vraiment manqué. Et même s'il s'agissait juste de donner quelques coups de fil au commissariat de Richmond, ou même à ses anciens collègues du FBI, c'était déjà quelque chose. Ce serait en tout cas toujours mieux que de continuer à penser de manière obsessive à sa carrière passée, en faisant des visites en solitaire au stand de tir. Voici ce que je peux faire, dit Kate. Quand j'ai pris ma retraite, j'ai aussi perdu toute mon influence. Bien sûr, ça arrive qu'on m'appelle de temps en temps pour avoir mon avis, mais je n'ai plus aucune autorité. De plus, cette affaire serait de toute façon en dehors de ma juridiction, même si j'étais encore en service. Mais je vais passer quelques coups de fil à mes anciens contacts et m'assurer que les preuves qui ont permis de le relâcher sont solides. Franchement, Deb, c'est le mieux que je puisse faire. Elle vit tout de suite la gratitude envahir le visage de Deb et de Jim. Deb l'embrassa à nouveau, mais cette fois-ci elle sanglota. « Merci. »« Ce n'est pas un souci, » dit Kate. « Mais je ne peux vraiment rien promettre. Nous le savons, » dit Jim. « Mais au moins maintenant, nous savons aussi que quelqu'un de compétent veille sur nous. » Kate n'était pas à l'aise avec l'idée qu'il la voie comme une force de police personnelle pour les aider. Et elle n'aimait pas non plus le fait qu'ils partent du principe que la police ne soit pas de leur côté. Mais elle savait aussi que ça avait beaucoup à voir avec le chagrin qu'ils ressentaient et la manière dont ça les aveuglait dans leur recherche de réponses. Alors elle décida de fermer les yeux là-dessus, pour l'instant. Elle se rappela combien elle était fatiguée vers la fin de sa carrière. Pas vraiment physiquement, mais plutôt émotionnellement. Elle avait toujours adoré son boulot, mais il lui arrivait également souvent de clôturer une enquête et de se dire « Mon Dieu, ça commence à me fatiguer tout ça ». Ça lui était arrivé de plus en plus souvent au cours des dernières années. Mais cette fois-ci, il n'était plus question d'elle. Elle serra son amie dans ses bras et se rendit compte que, malgré tous les efforts déployés pour laisser le passé derrière soi, que ce soit une relation ou une carrière, il parvenait toujours à nous rattraper. Chapitre 3. Kate ne perdit pas une minute. Elle rentra chez elle et resta assise un moment à son bureau.
Elle regarda par la fenêtre en direction de son petit jardin. Les rayons du soleil traversaient la vitre, projetant un rectangle de lumière sur le parquet en bois. Le parquet, comme le reste de la maison, montrait les marques et les cicatrices de sa construction dans les années 20. Cette maison était située dans le quartier Carytown de Richmond, un endroit où Kate n'avait pas l'impression d'être à sa place. Carytown était un petit quartier branché de la ville, et elle savait déjà qu'elle finirait sûrement par en déménager très bientôt. Elle avait assez d'argent pour acheter une maison où elle voulait, mais l'idée seule de déménager l'épuisait. C'était ce genre de manque de motivation qui avait peut-être fait que la retraite soit si difficile pour elle. Et à ça se combinait le fait qu'elle refuse d'oublier la personne qu'elle avait été au cours de ces 30 années passées au FBI. Quand ces deux émotions se combinaient, elle se sentait le plus souvent démotivée et perdue. Et maintenant, il y avait la demande faite par Deb et Jim Mead. Bien sûr, c'était une demande peu judicieuse, mais Kate ne voyait pas ce qu'il y avait de mal à passer quelques coups de fil. Si elle n'obtenait aucune information, elle pourrait toujours appeler Deb pour lui dire qu'elle avait fait de son mieux. Son premier appel fut au commissaire adjoint de la police d'État de Virginie, un homme du nom de Clarence Green. Ils avaient travaillé en étroite collaboration sur différentes enquêtes au cours des 10 dernières années de sa carrière et ils se vouaient un respect mutuel. Elle espérait que l'année écoulée n'avait pas totalement balayé cette relation. Sachant que Clarence ne se trouvait jamais dans son bureau, elle choisit d'appeler directement sur son portable. Au moment où elle commençait à croire qu'il n'allait pas décrocher, elle fut accueillie par une voix familière. Pendant un instant, Kate eut l'impression de n'avoir jamais quitté son boulot. « Agent Wise !» dit Clarence. « Comment allez-vous ?»« Bien, dit-elle. Et vous ?»« Comme d'habitude. Mais je dois admettre que je pensais ne plus jamais voir votre nom s'afficher sur l'écran de mon téléphone. »« Oui, à ce sujet, dit Kate. Je suis désolée de vous demander ça après plus d'une année de silence, mais j'ai une amie qui vient juste de perdre sa fille. Je lui ai promis que je garderais un œil sur l'enquête. »« Qu'est-ce que vous voulez savoir ?» demanda Clarence. « Eh bien, le suspect principal était l'ex-petite amie de sa fille. Apparemment, il a été arrêté puis relâché 3 heures plus tard. Et naturellement, les parents se demandent pourquoi. »« Oh !» dit Clarence. « Écoutez, Wise, je ne peux pas vous divulguer ce genre d'informations. Et avec tout le respect que je vous dois, c'est quelque chose que vous devriez déjà savoir. »« Je n'essaye pas de m'immiscer dans l'enquête, » dit Kate. « Je me demandais juste pourquoi on n'a pas expliqué aux parents la raison pour laquelle le seul suspect avait été relâché. C'est une mère en deuil qui cherche des réponses et... »« Excusez-moi, mais je vais devoir à nouveau vous interrompre, » dit Clarence. « Comme vous le savez très bien, j'ai régulièrement affaire à des mères, des pères et des veufs en deuil. Et ce n'est pas parce qu'il s'avère que vous en connaissiez une personnellement que je dois faire une entorse au protocole ou fermer les yeux. Après ces années de collaboration, vous devez savoir que ça part d'une bonne intention de ma part. Oh, je n'en ai aucun doute. Mais la dernière chose dont j'ai besoin, c'est qu'un agent du FBI à la retraite vienne fouiner dans une enquête en cours, même si c'est de loin. Vous devez comprendre ça, non? Le pire de tout, c'était qu'elle comprenait parfaitement. Mais elle devait quand même faire une dernière tentative. Je considérerais ça comme une faveur personnelle. Je n'en doute pas, dit Clarence, sur un ton un peu condescendant. Mais la réponse est non, agent Wise. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je suis sur le point d'aller au tribunal pour parler avec l'une de ces veuves en deuil dont je viens juste de vous parler. Désolé de ne pas pouvoir vous aider. Il raccrocha sans un au revoir, et Kate se retrouva à fixer des yeux le rectangle de lumière qui se déplaçait lentement sur le parquet. Elle réfléchit à la prochaine étape, en prenant note du fait que le commissaire adjoint venait juste de lui révéler qu'il était sur le point de se rendre au tribunal. Elle supposa que la décision la plus sage serait de prendre son refus de l'aider comme une excuse pour arrêter les recherches. Mais son refus d'offrir des informations n'avait fait que l'encourager encore plus à poser des questions. « On m'a toujours dit que j'étais une tête de mule en tant qu'agent, » pensa-t-elle, en se levant de sa chaise. « C'est bon de savoir que certaines choses n'ont pas changé. » Une demi-heure plus tard, Kate garait sa voiture sur le parking adjacent au commissariat de police du 3e district. Sur base de l'endroit où le meurtre de Julie Mead, dont le nom de femme mariée était Julie Hicks, avait eu lieu, Kate savait que ce serait le meilleur endroit où obtenir des informations. Le seul problème, c'était qu'à part le commissaire adjoint Green, elle ne connaissait personne d'autre au sein de la police, et encore moins du 3e district. Elle entra dans le commissariat en toute confiance. Elle savait qu'il y avait certaines choses concernant sa situation actuelle qu'un policier observateur remarquerait. Tout d'abord, elle ne portait pas d'arme à la ceinture. Elle avait un permis de port d'armes, mais vu ce qu'elle s'apprêtait à faire, cela pourrait lui causer plus de problèmes si elle leur donnait la moindre impression qu'elle puisse être malhonnête. Et avoir l'air malhonnête était vraiment quelque chose qu'elle ne pouvait pas se permettre. À la retraite ou pas,
Sa réputation était en jeu. Une réputation qu'elle s'était soigneusement construite pendant plus de 30 ans. Elle allait devoir faire très attention à ce qu'elle faisait dans les prochaines minutes. Elle n'avait jamais été aussi nerveuse au cours de toute l'année qui s'était écoulée depuis son départ à la retraite. Elle s'approcha du guichet d'information, une zone bien éclairée et séparée de la pièce centrale par une vitre. Une femme en uniforme était assise au bureau et tamponnait des papiers dans un registre au moment où Kate s'approcha. Elle leva les yeux vers elle avec un visage qui semblait ne pas avoir souri depuis des jours. « Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» demanda la réceptionniste. « Je suis un agent du FBI à la retraite et je cherche à obtenir des informations concernant un meurtre récent. J'espérais pouvoir avoir le nom des policiers en charge de l'enquête. »« Vous avez une carte d'identité ?» demanda la femme. Kate sortit son permis de conduire et le fit glisser par l'ouverture prévue à cet effet dans la cloison vitrée. La femme le regarda pendant maximum 1 seconde, puis le lui rendit. « Je vais avoir besoin de votre badge du FBI. »« Eh bien, comme je vous le disais, je suis à la retraite. »« Et qui vous envoie ?»« J'ai besoin de leur nom et de leurs coordonnées de contact. Puis ils devront remplir une demande pour que vous puissiez obtenir des informations. J'espérais pouvoir passer outre les formalités. »« Alors je ne peux pas vous aider, » dit la femme. Kate se demanda si elle avait beaucoup de marge de manœuvre pour insister. Si elle allait trop loin, quelqu'un allait finir par avertir Clarence Green, et ça pourrait mal tourner pour elle. Elle se creusa les méninges à la recherche d'une autre approche à adopter. Elle n'en voyait qu'une seule autre, et c'était beaucoup plus risqué que ce qu'elle essayait de faire pour l'instant. Kate soupira et se contenta de lancer un bref « Ok, merci quand même ». Elle tourna les talons et ressortit du commissariat. Elle se sentait un peu gênée, mais qu'est-ce qu'elle avait imaginé? Même si elle avait encore son badge du FBI, ce serait illégal de la part de la police de Richmond de lui donner une quelconque information sans l'autorisation d'un supérieur à Washington. C'était une vraie leçon d'humilité de retourner à sa voiture avec une telle sensation. La sensation de n'être qu'une civile de plus. Mais une civile qui n'accepte pas un non pour réponse. Elle sortit son téléphone et appela Deb Mead. Quand Deb décrocha, elle avait l'air fatiguée et distante. « Excuse-moi de te déranger, Deb, » dit-elle. « Mais est-ce que par hasard tu aurais le nom ou l'adresse de l'ex-petite amie ?» Il s'avéra que Deb avait les deux. Chapitre 4. Bien que Kate n'ait plus son ancien identifiant du FBI, elle avait toujours son vieux badge. Il trônait au-dessus de la cheminée, telle une relique venant d'une autre époque, comme une vieille photo fanée. Quand elle quitta le commissariat du 3e district, elle rentra chez elle pour aller le chercher. Elle envisagea également d'emporter son arme, et elle hésita longuement avant de finir par la laisser dans le tiroir de sa table de chevet. L'emporter avec elle, pour ce qu'elle était sur le point de faire, c'était probablement chercher des problèmes inutiles. En revanche, elle décida d'emporter les menottes qu'elle gardait dans une boîte à chaussures sous son lit, avec quelques autres souvenirs de sa carrière au FBI, juste au cas où. Elle quitta sa maison et se mit à rouler en direction de l'adresse que Deb lui avait donnée. C'était une adresse dans le quartier de Shawcoo Bottom, à environ 20 minutes de route de chez elle. Elle n'était pas nerveuse, mais elle était tout de même un peu excitée. Elle savait qu'elle ne devrait pas faire ça, mais en même temps, elle était heureuse d'être à nouveau sur le terrain et en mode chasse, même si c'était en secret. Au moment où elle arriva à l'adresse de l'ancien petit ami de Julie Hicks, un type du nom de Brian Nilbolt, Kate vit mentalement le visage de son mari. Il lui apparaissait de temps en temps, mais parfois il semblait être là pour y rester un moment. Son visage lui apparut au moment où elle tourna dans la rue de Brian Nilbolt. Il secoua la tête d'un air désapprobateur. « Kate, tu sais que tu ne devrais pas faire ça », avait-il l'air de lui dire. Elle eut un petit sourire. Parfois son mari lui manquait atrocement, ce qui contrastait avec le fait qu'elle ait l'impression d'être parvenue à surmonter son décès plutôt rapidement. Elle balaya ses souvenirs de son esprit au moment où elle se gara devant l'adresse que Deb lui avait donnée. C'était une maison plutôt jolie, divisée en 2 appartements différents avec des porches séparant les propriétés. Quand elle sortit de voiture, elle sut tout de suite qu'il y avait quelqu'un à la maison, car elle entendit des éclats de voix venant de l'intérieur. Quand elle monta les marches qui menaient au porche, elle eut l'impression de retourner un an en arrière. Elle avait de nouveau l'impression d'être un agent, malgré l'absence de son arme à la ceinture. Mais vu qu'elle n'était en fait qu'un agent à la retraite, elle ne savait pas du tout ce qu'elle allait dire après avoir frappé à la porte. Mais ça n'arrêta pas. Elle frappa à la porte avec la même autorité qu'elle l'aurait fait un an plus tôt.
En entendant les éclats de voix venant de l'intérieur, elle se dit qu'il valait mieux s'en tenir à la vérité. Mentir dans une situation à laquelle elle ne devrait même pas prendre part ne ferait qu'empirer sa situation si elle était prise sur le fait. L'homme qui ouvrit la porte prit un peu Kate par surprise. Il devait faire 1,90 m et il était vraiment très musclé. Rien que ses épaules montraient qu'il s'entraînait sérieusement. Il aurait facilement pu passer pour un catcheur professionnel. Elle remarqua également qu'il avait l'air très en colère. « Oui ?» demanda-t-il. « Qui êtes-vous » Elle fit alors un mouvement qui lui avait vraiment manqué. Elle lui montra son badge. Elle espérait que la vue de son insigne pourrait avoir un certain poids pour contrebalancer son entrée en matière. « Je m'appelle Kate Wise. Je suis un agent du FBI à la retraite. J'espérais que vous auriez quelques instants à me consacrer. »« À quel sujet ?» demanda-t-il sur un ton rapide et irrité. « Êtes-vous Brian Neal Bolt ?» demanda-t-elle. « Oui. »« Alors votre ex-petite amie était Julie Hicks, c'est bien ça ? Julie Meade, de son nom de jeune fille. »« Ah merde, c'est encore à ce sujet ? Écoutez, les flics m'ont déjà embarqué et interrogé. Et maintenant, quoi ? Le FBI ? Rassurez-vous, je ne suis pas là pour vous faire un interrogatoire. Je veux juste vous poser quelques questions. »« À mes yeux, ça m'a tout l'air d'être un interrogatoire, » dit-il. « De plus, vous m'avez dit être à la retraite. Du coup, je suis presque certain de n'avoir aucune obligation de faire quoi que ce soit que vous me demandiez. » Elle fit semblant d'être blessée à ces mots, en détournant le regard. Mais en fait, elle regardait au-delà de ses épaules imposantes, vers l'espace qui se trouvait derrière lui. Elle vit une valise et 2 sacs à dos appuyés contre le mur. Elle vit également une feuille de papier posée au-dessus de la valise. Le grand logo qui s'y trouvait lui apprit qu'il s'agissait de l'impression d'un reçu d'Orbitz. Apparemment, Brian Neal Bolt quittait la ville. Pas vraiment le meilleur des scénarios après que son ex-petite amie ait été assassinée et avoir été emmenée par la police avant d'être immédiatement relâchée. « Où est-ce que vous partez ?» demanda Kate. « Ce n'est pas vos affaires. À qui parliez-vous au téléphone d'une voix aussi forte avant que je ne frappe à votre porte ? À nouveau, ce n'est pas vos affaires. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser... » Il fit un mouvement pour fermer la porte, mais Kate s'obstina. Elle fit un pas en avant et cala son pied entre la porte et l'embrasure. « Monsieur Neal Bolt, je ne vous demande que 5 minutes de votre temps. » Elle vit la colère l'envahir, mais il finit par se calmer. Il baissa la tête et pendant un instant, il eut l'air presque triste. Il avait la même expression que Kate avait vue sur le visage des Meade. « Vous m'avez bien dit que vous étiez un agent à la retraite, n'est-ce pas ?» demanda Neal Bolt. « Oui, c'est bien ça, dit-elle. »« À la retraite, dit-il. Alors foutez-moi le camp de mon Porsche. » Elle resta inébranlable, bien décidée à montrer qu'elle n'avait aucune intention d'aller où que ce soit. « Je vous ai dit de foutre le camp de mon Porsche !» Il hocha la tête, puis tendit le bras pour la repousser. Elle sentit la puissance de ses mains au moment où elles lui touchèrent l'épaule, et elle agit aussi rapidement qu'elle le put. Elle fut surprise par la rapidité avec laquelle ses réflexes et ses muscles réagirent. Au moment où elle tomba en arrière, elle entoura le bras droit de Neal Bolt de ses 2 bras. Au même moment, elle mit un genou à terre pour reprendre son équilibre. Elle fit ensuite de son mieux pour le faire tomber d'un coup de hanche, mais son poids était trop lourd à faire basculer. Quand il se rendit compte de ce qu'elle essayait de faire, il lui asséna un coup de coude violent dans les côtes. Kate eut le souffle coupé pendant un instant. Mais en lui assénant un coup de coude, il s'était également déséquilibré. Elle en profita pour essayer à nouveau de le faire tomber, et cette fois-ci, elle y parvint. Et vu qu'elle y mit toutes ses forces, ça marcha un peu mieux que prévu. Neal Bolt valsa en bas du Porsche et finit sa course en heurtant les 2 premières marches de l'escalier. Il hurla de douleur, mais il essaya de se remettre tout de suite debout. Il leva les yeux vers elle d'un air choqué, en essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Envahi par la rage et la surprise, il remonta les escaliers en titubant. Il était manifestement sonné. Elle feignit un coup de genou en direction de son visage au moment où il atteignit le haut des escaliers. Au moment où il esquiva, elle le prit par le côté du visage et se mit à nouveau à genoux. Elle lui plaqua le visage contre le sol, pendant que ses bras et ses jambes luttaient pour chercher une prise sur les escaliers. Elle sortit ensuite les menottes de l'intérieur de sa veste et les lui passa avec une rapidité et une aisance que seuls 30 ans d'expérience peuvent apporter. Elle s'éloigna d'un pas et le regarda. Il ne cherchait pas à lutter contre les menottes. Il avait plutôt l'air sonné, en fait. Quand Kate chercha son téléphone pour appeler la police, elle se rendit compte que sa main tremblait.
Elle était gonflée à bloc, remplie d'adrénaline. Elle réalisa qu'elle avait un sourire aux lèvres. Mon Dieu, comme ça m'a manqué. Et cela, bien que le coup qu'elle ait reçu dans les côtes lui fasse vraiment mal. Certainement beaucoup plus mal que ça ne l'aurait fait, il y a 5 ou 6 ans. Et est-ce que les articulations de ses genoux avaient toujours été aussi douloureuses après une lutte? Elle prit un moment pour se délecter de l'instant présent, puis finit par appeler la police. Pendant ce temps, Brian Nilbolt resta sonné à ses pieds, se demandant peut-être comment une femme, qui devait avoir au moins 20 ans de plus que lui, avait bien pu lui botter les fesses de cette manière. Chapitre 5. À vrai dire, Kate s'attendait un peu à un retour de flamme après ce qu'elle venait de faire, mais pas au point de ce qu'elle vécut quand elle arriva au commissariat du 3e district. Elle sut que quelque chose se préparait au moment où elle vit la manière dont la regardaient les policiers qui passaient à côté d'elle, alors qu'ils étaient occupés à leur tâche journalière. Certains regards étaient pleins d'admiration, alors que d'autres la reluquaient de manière franchement ridicule. Kate préféra les ignorer. Elle était encore trop énervée par sa confrontation sur le porche de Nilbolt pour s'en préoccuper. Après avoir attendu quelques minutes dans le hall d'entrée, un policier à l'air nerveux s'approcha d'elle. « Vous êtes Madame Wise, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. « Oui. » Elle vit dans ses yeux qu'il avait déjà entendu parler d'elle. Autrefois, c'était un regard qu'elle avait à chaque fois qu'un policier ou un agent qui ne la connaissait que par réputation la rencontrait pour la première fois. C'était un regard qui lui manquait beaucoup. « Le commissaire Budd voudrait vous parler. » Elle s'attendait plutôt à parler à quelqu'un comme le commissaire adjoint Green, par exemple. Bien qu'il ait été dur avec elle au téléphone, elle savait qu'il pouvait être plus facilement persuadé en face à face. En revanche, le commissaire Randall Budd était le genre de type qui ne se laissait pas amadouer par des balivernes. Elle ne l'avait rencontré qu'une seule fois, il y a quelques années. Elle ne se rappelait même plus en quelle occasion, mais en revanche, elle se rappelait très bien que Budd lui avait laissé l'impression d'être quelqu'un de déterminé et strictement professionnel. Mais Kate n'avait pas envie d'avoir l'air intimidée ou préoccupée. Alors elle se leva et suivit le policier. Ils quittèrent la salle d'attente et traversèrent un espace ouvert. Ils passèrent à côté de plusieurs bureaux et elle se sentit observée par les policiers qui y étaient assis. Ils traversèrent un couloir, au milieu duquel s'ouvrait la porte menant au bureau de Randall Budd. La porte était ouverte, comme s'il attendait sa venue depuis déjà un petit temps. Le policier ne lui dit pas un mot de plus. Une fois qu'il l'eut accompagné jusqu'au bureau de Budd, il tourna les talons et repartit. Kate regarda dans le bureau et vit le commissaire Budd qui lui faisait signe d'entrer. « Entrez, dit-il. Je ne vais pas vous mentir. Je ne suis pas content. Mais je ne mords pas. Vous pouvez refermer la porte derrière vous ?» Kate obéit et entra, en refermant la porte. Puis elle s'assit sur l'une des 3 chaises qui se trouvaient en face du bureau de Budd. Sur la table, il y avait plus d'objets personnels que de documents en rapport avec le boulot. Des photos de famille, une balle de baseball dédicacée, une tasse de café personnalisée et une sorte de douille souvenir posée sur une plaque. « Laissez-moi commencer par vous dire que je suis au courant de vos impressionnants états de service, » dit Budd. « Plus d'une centaine d'arrestations au cours de votre carrière, première de classe à l'académie, médaille d'or et d'argent dans 8 tournois consécutifs de kickboxing, en plus de l'entraînement de base du FBI, où vous avez également excellé. Votre nom circulait dans le métier, à l'époque où vous étiez en service, et la plupart des officiers des forces de police de l'État de Virginie vous respectent au plus haut point. Mais, dit Kate, elle ne disait pas ça dans le but d'être drôle. Elle cherchait juste à lui dire qu'elle était tout à fait capable d'être réprimandée, bien qu'elle ne pense pas vraiment le mériter. Mais malgré ça, vous n'avez pas le droit d'aller agresser les gens juste parce que vous pensez qu'ils peuvent être impliqués dans la mort de la fille de l'une de vos amies. « Je ne suis pas allée le voir avec l'intention de l'agresser, » dit Kate. « Je suis allée le voir pour lui poser quelques questions. Quand il a commencé à m'agresser physiquement, je n'ai fait que me défendre. Il a dit à mes hommes que vous l'aviez jeté en bas des escaliers et que vous lui aviez frappé la tête contre le sol. On ne va quand même pas me reprocher d'avoir été plus forte que lui, non ?» demanda-t-elle. Budd se mit à la regarder attentivement. « Je n'arrive pas à dire si vous essayez d'être drôle en prenant tout ça à la légère ou si c'est vraiment votre attitude de tous les jours. Commissaire, je comprends votre situation. Je sais que cela vous cause des ennuis qu'une femme de 55 ans à la retraite ait rossé un type que vos hommes ont brièvement interrogé avant de le relâcher. Mais je voudrais que vous compreniez que je n'ai rendu visite à Brian Nilbolt que parce que mon ami me l'avait demandé. Et franchement,
Quand j'en ai su un peu plus à son sujet, je me suis dit que ce n'était probablement pas une mauvaise idée. « Alors vous avez juste supposé que mes hommes n'avaient pas bien fait leur boulot ?» demanda Bud. « Je n'ai rien dit de tel. » Bud leva les yeux au ciel et soupira. « Écoutez, je ne cherche pas à en débattre de toute façon. Franchement, j'adorerais vraiment qu'une fois que vous sortiez de mon bureau, nous en ayons fini avec cette histoire et que ce soit un sujet clos. Mais il faut que vous compreniez que vous avez dépassé les bornes sur ce coup-là. Et si vous me faites encore un coup pareil, je vais devoir vous placer en état d'arrestation. » Il y avait plusieurs choses que Kate avait envie de lui dire en guise de réponse. Mais elle se dit que si Bud était disposé à laisser tomber les argumentations, alors elle pouvait en faire de même. Elle savait qu'il était tout à fait en son pouvoir de lui mettre vraiment la pression. Alors elle décida de rester aussi courtoise que possible. « Je comprends, » répondit-elle. Bud eut l'air de réfléchir à quelque chose pendant un instant avant de se croiser les mains sur le bureau, comme s'il essayait de se concentrer. « Et juste que pour que vous le sachiez, nous sommes certains que Brian Nilbolt n'a pas tué Julie Hicks. Il apparaît sur des caméras de sécurité à l'extérieur d'un bar le soir où elle a été assassinée. Il y est entré vers 22h et il y est resté jusqu'après minuit. Entre 1h et 3h du matin, il a ensuite échangé des messages avec une femme avec qui il a actuellement une aventure. Ce n'est pas lui l'assassin. Ce n'est pas notre type. Il avait ses valises prêtes, dit Kate, comme s'il cherchait à quitter la ville le plus vite possible. Dans les échanges de messages avec sa copine actuelle, il parlait d'aller à Atlantic City. Ils étaient censés partir cet après-midi. Je vois. Kate hocha la tête. Elle n'était pas vraiment désolée en soi, mais elle commençait à regretter d'avoir agi de manière aussi agressive sur le Porsche de Neil Bolt. « Il y a autre chose, » dit Bud. « Et à nouveau, il faut que vous compreniez la position dans laquelle je me trouve. Je n'ai pas eu d'autre choix que de contacter vos anciens supérieurs au FBI. C'est le protocole. Je suis sûre que vous le savez. » Oui, elle le savait, mais franchement, elle n'y avait pas pensé. Une légère sensation d'agacement commença à lui ronger le ventre. « Je sais, » dit-elle. « J'ai parlé avec le directeur adjoint Duran. Il n'était pas content, et il veut vous parler. » Kate leva les yeux au ciel et hocha la tête. « Ok, je l'appellerai, et je lui dirai que c'est sur votre ordre. »« Non, vous ne comprenez pas, » dit Bud. « Ils veulent vous voir, à Washington. » Et sur ces mots, l'agacement qu'elle ressentait se transforma instantanément en une sensation qu'elle n'avait plus ressentie depuis longtemps. Une véritable préoccupation. Chapitre 6. Après sa réunion avec le commissaire Bud, Kate passa les coups de fil nécessaires afin d'informer ses anciens supérieurs qu'elle avait bien reçu leur requête de venir en personne à Washington. Aucune information ne lui fut communiquée par téléphone et elle n'eut l'occasion de parler avec aucun de ses supérieurs. Elle laissa par conséquent quelques messages plutôt désagréables à 2 pauvres réceptionnistes, ce qui lui permit par la même occasion de soulager un peu son stress. Elle quitta Richmond le lendemain matin à 8h. Bizarrement, elle était plus excitée que préoccupée par l'idée de se rendre à Washington. Elle se sentait comme une jeune diplômée qui reviendrait sur le campus où elle avait étudié, après en avoir été éloignée pendant un temps. Le FBI lui avait horriblement manqué au cours de cette dernière année. Et elle était vraiment impatiente de retourner dans cet environnement qui lui était si familier, même si c'était pour être sanctionnée. Pour se distraire sur le trajet, elle écouta un podcast sur le cinéma, une suggestion que lui avait faite sa fille. Après 5 minutes, elle n'entendit même plus les commentateurs et elle se mit à penser aux dernières années de sa vie. D'une manière générale, elle n'était pas du genre sentimental. Mais, pour une raison qu'elle ne s'expliquait pas, elle avait tendance à devenir nostalgique et pensive quand elle était sur la route. Alors, au lieu de se concentrer sur le podcast, elle se mit à penser à sa fille enceinte, qui allait accoucher dans 5 semaines. Le bébé était une petite fille, qui porterait le nom de Michelle. Le père du bébé était un type plutôt bien, mais selon Kate, il ne serait jamais vraiment assez bien pour Melissa Wise. Melissa, que Kate appelait Lisa, depuis le moment où elle avait commencé à marcher à 4 pattes, vivait à Chesterfield, un quartier qui faisait techniquement partie de Richmond, mais qui était considéré comme différent par ceux qui y vivaient. Kate ne l'avait jamais dit à Melissa, mais c'était la raison pour laquelle elle était revenue vivre à Richmond. Ce n'était pas uniquement à cause des liens qu'elle y avait créés suite à ses études universitaires, mais c'était surtout parce que c'était là où se trouvait sa famille, où son premier petit enfant allait vivre. Une petite fille, pensait souvent Kate. Comment Melissa en est-elle arrivée là? Et du reste, comment y suis-je arrivée moi?
à cet âge. Et quand elle pensait à Melissa et à la future Michelle, Kate finissait toujours par repenser à son défunt mari. Il avait été assassiné 6 ans plus tôt, tué d'une balle dans la nuque, alors qu'il promenait leur chien le soir. Son portefeuille et son téléphone avaient été volés, et on l'avait appelé pour qu'elle vienne l'identifier, moins de 2 heures après qu'il soit sorti de chez eux pour promener le chien. C'était une blessure qui était encore douloureuse, mais elle parvenait bien à le dissimuler. Quand elle avait pris sa retraite du FBI, elle l'avait fait avec 8 mois d'avance par rapport à l'âge officiel de la retraite. Mais elle avait été incapable de dédier tout son temps, toute son attention et toute sa concentration à son travail. Après avoir finalement éparpillé les cendres de Michael sur un vieux terrain de baseball abandonné, près de chez lui, à Falls Church. C'était peut-être la raison pour laquelle elle avait été aussi triste d'avoir quitté son boulot. Elle était partie des mois avant de devoir le faire légalement. Qu'est-ce que ces mois supplémentaires auraient pu lui offrir? Qu'aurait-elle pu accomplir d'autre dans sa carrière? Elle s'était toujours posé ces questions, mais sans jamais regretter sa décision. Michael avait mérité toute son attention pendant au moins quelques mois. En fait, il méritait bien plus que ça. Mais elle savait que, même dans l'au-delà, Michael n'aurait jamais voulu qu'elle abandonne son boulot pendant trop longtemps. Pour surmonter ce deuil, il aurait su qu'elle avait vraiment besoin de continuer à travailler au FBI, aussi longtemps qu'elle en était émotionnellement capable après sa mort. Alors qu'elle se rapprochait de Washington, elle fut soulagée de se rendre compte qu'elle n'avait pas l'impression de trahir Michael. Personnellement, elle pensait que la mort n'était pas une fin. Elle ne savait pas si cela signifiait que le paradis existait ou si la réincarnation était possible. Et franchement,